Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro de Science on tourne consacré aux déchets radioactifs. J'ai avec moi Thierry Pochot donc de l'ANDRA, l'Agence nationale pour les déchets radioactifs. Donc nous allons voir dans ce numéro un reportage qui va vous expliquer les grandes lignes sur le traitement des déchets radioactifs et ensuite vous pourrez poser vos questions. Donc n'hésitez pas dès à présent à les poser sur l'interface du live et à vous manifester pour nous indiquer que vous êtes bien là. C'est parti, Science on tourne. Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Science on tourne consacré aux déchets radioactifs. Avez-vous déjà réalisé que vous êtes vous-même un producteur de déchets radioactifs ? Eh oui, chacun d'entre nous, Français, produit en moyenne 2 kg de déchets radioactifs par an. Alors, la radioactivité, c'est un phénomène qui peut inquiéter, on en est conscient. Mais qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que c'est quelque chose qui a été découvert par Henri Becquerel à la fin du 19e siècle, et c'est avant tout quelque chose de naturel. Nous-mêmes, vous, moi, nous sommes radioactifs. Après sa découverte, et pendant quelques décennies, on pensait que la radioactivité n'avait que des bienfaits miraculeux. Aujourd'hui, on connaît les propriétés de la radioactivité, employée dans de nombreux domaines, mais également ses dangers qui amènent à en limiter et à en contrôler l'utilisation. Alors, à votre avis, quels usages fait-on de la radioactivité aujourd'hui ? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Et oui, bien sûr, l'usage auquel vous avez tous pensé, c'est celui pour les centrales nucléaires. 70% de l'électricité en France est produite par des centrales nucléaires. Et le simple fait d'allumer la lumière fait de chacun d'entre nous des producteurs de déchets radioactifs. En France, il existe environ 1200 producteurs de déchets radioactifs, dont 3 principaux sont EDF, avec son parc de centrales nucléaires, Orano, que vous connaissez peut-être sous son ancien nom d'Areva, avec ses usines de retraitement de combustibles usés, et le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, avec ses centres de recherche. On peut citer parmi les nombreux domaines à utiliser la radioactivité, les sciences pour la datation d'objets, les hôpitaux, les universités et les laboratoires. La plupart des déchets radioactifs ressemblent à des déchets classiques, des outils, des vêtements, de la ferraille ou encore des plastiques. Mais, parce qu'ils ont été contaminés par des substances radioactives, ils émettent eux-mêmes des rayonnements et peuvent donc présenter un risque pour l'homme et l'environnement. Ils ne sont donc pas gérés comme des déchets classiques et font aujourd'hui l'objet d'une gestion particulière. Il existe aussi des déchets radioactifs historiques, issus de la période où les risques liés à la radioactivité n'étaient pas connus. En voici quelques exemples. De l'aliment pour le bétail au radium, une fontaine au radium, un détecteur d'incendie contenant une pastille radioactive, des réveils à aiguilles électroluminescentes au radium, une pommade ophtalmique au radium, des fils d'iridium utilisés en radiothérapie. Chaque déchet radioactif possède des caractéristiques qui lui sont propres. 2 critères sont principalement retenus pour classer ces déchets en différentes catégories. Le premier, c'est le niveau de radioactivité qui varie en fonction des radioéléments que contient le déchet et de leur quantité. On évalue le degré de radioactivité du déchet, très faiblement, faiblement, moyennement ou hautement radioactif. Le deuxième élément, c'est la période radioactive, aussi appelée demi-vie. C'est le temps que met un radioélément pour perdre la moitié de sa radioactivité. On distingue ainsi les déchets à vie longue, les déchets radioactifs à vie courte, qui ont une période de moins de 31 ans,
Les déchets haute activité sont constitués essentiellement de résidus hautement radioactifs issus du traitement des combustibles utilisés dans les centrales nucléaires. Ils ne représentent que 0,2% du volume des déchets radioactifs produits, mais concentrent près de 95% de la radioactivité. Les déchets moyenne activité à vie longue proviennent également des opérations des traitements de combustibles. Ils représentent 2,9% du total des déchets radioactifs et un peu moins de 5% de la radioactivité. À eux deux, les déchets haute activité et moyenne activité vie longue concentrent ainsi la quasi-totalité de la radioactivité. Alors que faire de ces déchets très dangereux ? Comme pour toutes les autres catégories de déchets radioactifs, la France a fait le choix du stockage pour les gérer sur le long terme. Compte tenu de leur durée de vie longue pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années et de leur niveau de radioactivité, ces déchets devront être stockés dans un centre spécifique qui sera construit dans une couche d'argile à environ 500 mètres de profondeur dans l'est de la France, à cheval sur les départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Les déchets de faible activité à vie longue. Ce sont par exemple des déchets de graphite provenant des premières générations de centrales nucléaires, des déchets contenant du radium issus des industries non électronucléaires. Actuellement, une étude pour le stockage à faible profondeur est en cours. Il représente 5,9% des déchets et 0,14% de la radioactivité. La radioactivité des déchets de très faible activité est proche de la radioactivité naturelle. Il représente 31% du volume des déchets produits et moins de 0,001% de la radioactivité. Ils sont principalement constitués de gravats, des bétons, des plâtres, des terres et de ferraille, les charpentes métalliques ou les tuyauteries, issus du démantèlement ou de la maintenance d'installations nucléaires. Ils peuvent aussi provenir de l'assainissement d'anciens sites pollués par la radioactivité. Les déchets très faible activité sont stockés en surface dans des alvéoles au CIRES, centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage dans les départements de l'Aube. Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte sont principalement issus du fonctionnement et de la maintenance des installations nucléaires. Il s'agit de tenues de protection, d'outils, de résines. Ils représentent presque 60% du volume des déchets produits et seulement 0,03% de la radioactivité. Ces déchets sont stockés en surface dans des ouvrages en béton au centre de stockage de l'Aube que nous allons découvrir plus en détail. Donc, Fabien Briand, je suis technicien en radioprotection au service sûreté et prévention des risques. Donc, je m'occupe de toute la radioprotection sur le CSA. Alors la radioprotection, c'est quoi ? Eh bien, c'est la protection des travailleurs contre les dangers de la radioactivité et des rayonnements ionisants. Sur le CSA, on reçoit en moyenne par semaine 25 camions qui nous arrivent de tous les sites de producteurs en France. Il y a donc des colis. Alors des colis, il y a deux grandes familles de colis, les colis bétonnés et les colis métalliques. Quand les camions nous arrivent, eh bien nous on fait un contrôle radiologique sur les colis de déchets radioactifs. Alors on va mesurer les rayonnements qui sortent de ces colis. Ça va nous permettre de vérifier qu'on est en dessous des valeurs réglementaires de la réglementation des transports. Et on va aussi vérifier si les poussières qui se trouvent sur les colis ne sont pas radioactives. Et si elles le sont, en dessous des valeurs réglementaires, toujours fixées par la réglementation des transports de matières dangereuses. Les colis, une fois contrôlés, ont plusieurs exutoires. Le premier exutoire, pour notamment les colis bétonnés, c'est le stockage directement dans les ouvrages de stockage. Le deuxième exutoire pour les colis bétonnés, si nous n'avons pas accès à l'ouvrage de stockage, ça va être de le mettre dans un bâtiment qu'on appelle le bâtiment transit. Donc un bâtiment qui va nous servir d'entreposage de ces colis avant de pouvoir les envoyer au stockage. Les colis métalliques qui, ont besoin d'être conditionnés dans notre atelier de conditionnement des déchets
pour pouvoir être stockés dans nos ouvrages de stockage. Alors il y a à peu près 60% des colis qui vont directement en stockage. Le reste va soit au compactage, soit à l'injection. C'est un ouvrage, donc vous voyez différents ouvrages, et un ouvrage de stockage, les dimensions sont 25 mètres par 25 mètres par 8 mètres de hauteur. Là pour le moment on est dans un ouvrage qui n'est pas en exploitation. Quand l'ouvrage va être en exploitation, il y a une charpente métallique qui va venir au-dessus de l'ouvrage, qui va protéger l'ouvrage des intempéries et donc des eaux météorites. Et cette charpente métallique est équipée d'un pont de stockage qui va permettre de prendre les colis et de les stocker dans l'ouvrage. Donc toutes les opérations d'exploitation se font sous charpente, donc il n'y a pas d'eau finalement qui rentre pendant la période d'exploitation. Une fois que l'ouvrage est terminé, on va venir le fermer par une dalle de béton. Et ensuite, on viendra retirer la charpente métallique, étant donné que l'ouvrage est complètement fermé. Une fois l'ouvrage fermé, il y aura également une étanchéité qui sera mise sur l'ouvrage pour éviter les infiltrations d'eau dans l'ouvrage. L'eau, finalement, c'est un peu l'ennemi du stockage des déchets radioactifs. Pourquoi l'eau, c'est l'ennemi? Parce que ça va venir finalement épouser finalement les colis de déchets radioactifs, les déchets radioactifs, et transférer finalement la radioactivité éventuellement dans le milieu naturel. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Donc on s'assure finalement que nos ouvrages sont le plus étanches possible et on contrôle finalement ces infiltrations pour s'assurer qu'il n'y aura pas de soucis vis-à-vis de l'environnement. Ces couvertures, elles sont là pour protéger les ouvrages de stockage et les colis de déchets radioactifs sur le long terme, donc après la phase d'exploitation et l'exploitation du centre. La couverture elle a pour principale fonction donc, de protéger les colis et surtout d'empêcher l'eau de pluie d'atteindre les ouvrages et les colis de déchets radioactifs pour éventuellement les entraîner vers l'extérieur et vers l'environnement. Cette couverture, elle est composée de plusieurs matériaux en multicouches, donc une terre végétale qui va permettre le gazon de s'établir et de favoriser l'évapotranspiration, puis des couches drainantes et surtout une couche imperméable qui va empêcher l'eau de s'infiltrer jusqu'aux déchets. Cette couche imperméable, elle est composée d'argile. L'argile est un matériau très peu perméable en fait et surtout durable, c'est un matériau naturel et qui est disponible localement dans cette région. Alors ce démonstrateur qu'on appelle SEC, la structure expérimentale de couverture, a été construit en 1994 pour une durée d'une dizaine d'années en conditions naturelles. Donc pendant 10 ans, on a laissé le soleil, la pluie tomber sur ce morceau de couverture qui est à l'échelle 1, qui représente les panneaux de couverture qu'on pourrait avoir sur le stockage définitif. Et on a mesuré en fait le comportement mécanique, hydrique, hydraulique de cette planche d'essai, donc avec plus de 300 capteurs et des mesures en acquisition automatique, manuelle, pendant 10 ans. Et on a pu vérifier que effectivement le concept fonctionnait bien, donc avec une couche d'argile imperméable, et qu'on avait très peu d'eau, en tout cas inférieure à 5 litres par mètre carré par an, sous l'argile de couverture. À la fin des années 90, la notion de réchauffement climatique est devenue de plus en plus présente, puisqu'avant en fait on considérait que le climat n'avait pas évolué depuis 300 ans et que ne devrait pas évoluer comme ça subitement pendant les 300 prochaines années. Début 2000, le réchauffement climatique s'est imposé et on a cherché à le traduire en événements climatiques précis. Donc si la température globale du globe va augmenter, comment ça va se passer ici en local. Donc les experts nous prédisent en fait des étés plus secs et plus caniculaires et des hivers plus doux mais plus pluvieux. Donc s'il pleut plus sur cette planche d'essai, sur la couverture, est-ce que l'infiltration va augmenter? Donc dans un premier temps, on a forcé l'infiltration, on a forcé la pluie, donc on a arrosé en fait cette planche d'essai
Et on a mesuré pendant 2 ans comment ça se passait sous l'argile imperméable. Donc effectivement, le flux d'eau augmente un tout petit peu, mais reste toujours très inférieur aux 5 litres par mètre carré par an, qui est notre objectif. Ensuite, après ces 3 années d'hydratation, d'arrosage, on s'est intéressé au côté sec, en fait, au côté sécheresse. Et donc on a construit un toit par-dessus cette couverture pour la protéger de l'eau de pluie, également pour favoriser l'évapotranspiration et assécher en fait la structure, la planche d'essai. Et donc pendant 10 ans, on laisse sécher tout doucement les matériaux, donc il y a une grande inertie, et on continue de suivre en fait les écoulements qui se tarissent tout doucement, également la teneur en eau des matériaux. L'idée étant que s'il ne pleut pas, il n'y a pas de problème d'eau, mais le problème majeur pour une argile, c'est de se dessécher, de se déshydrater jusqu'à éventuellement faire apparaître des fentes de retrait, des fissures dans cette argile, comme on peut voir dans les déserts. Et cette argile qui pourrait être fissurée, par la suite, elle risque d'être beaucoup moins imperméable aux pluies qui arriveraient par la suite. Donc on est en train d'assécher, et la prochaine étape, c'est que maintenant que c'est bien sec, l'année prochaine, on va ouvrir en fait la couverture, faire une fouille et aller observer, faire des mesures, faire des essais, des analyses sur l'argile en place pour vérifier qu'il n'y a pas de fente de retrait et qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, puisqu'il y a quand même une grande inertie en fait de cette argile et que les couches qui sont dessus, il y a 1,50 m de matériaux dessus, servent de protection à la fois contre le climat et contre la déshydratation. La surveillance de l'environnement vise à contribuer à la maîtrise des impacts potentiels que les activités du CSA, de par ses rejets, peut avoir sur la santé et l'environnement, et également des nuisances qu'elle peut engendrer, que ce soit par exemple sonore ou vibratoire. Cette surveillance de l'environnement s'appuie sur un ensemble de mesures dont le suivi dans le temps va permettre de s'assurer que nous respectons nos exigences réglementaires imposées par notre arrêté rejet, mais également des textes réglementaires tels que la décision environnement. Également, s'assurer que l'impact de nos activités sur l'environnement et la santé sont conformes à notre étude d'impact. Et également pouvoir détecter le plus précocement possible toute situation ou mesure anormale. Et dans ce cas, mettre en place des mesures visant à ne pas réitérer ces dépassements ou évolutions anormales. Alors au niveau de la surveillance, le premier objectif c'est déjà de surveiller nos rejets. Donc on a des rejets atmosphériques localisés au niveau de la cheminée de la CD. Donc là c'est un rejet canalisé. Et puis on a également des rejets liquides qui sont canalisés au niveau du bassin d'orage. Ensuite, au niveau de la surveillance de l'environnement, on va surveiller les compartiments terrestres et atmosphériques, par exemple avec la surveillance des aérosols, des eaux de pluie, des gaz, également la surveillance donc, des compartiments terrestres et des écosystèmes terrestres. Pour tout ce qui est aérosol, on est sur des prélèvements quotidiens, c'est-à-dire que les filtres sont prélevés chaque jour et analysés en laboratoire. On a également ensuite une surveillance périodique, c'est-à-dire les 7, 14, 21 et fin de mois, donc ce qui fait à peu près une surveillance hebdomadaire sur tout ce qui va être gaz. On va avoir des surveillances mensuelles sur des eaux souterraines qui sont principalement au niveau de la zone centrale de stockage, mais également en amont hydraulique, et à une fréquence trimestrielle sur tout ce qui est amont, aval hydraulique et tout ce qui est hors influence du centre. La surveillance de l'environnement est adaptée aux caractéristiques de l'installation, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte les procédés industriels mis en œuvre, également les colis de déchets réceptionnés, l'emplacement de nos points de rejet, mais également des ouvrages de stockage. Et puis on va également prendre une autre dimension, c'est les caractéristiques de l'environnement, les caractéristiques physiques, biologiques et humaines. C'est-à-dire que seront pris en compte par exemple les directions et les vitesses de vent, puisqu'on va implanter principalement nos points de surveillance dans les directions de vent prédominantes. On va également prendre en compte la géologie du site, également les directions d'écoulement des eaux, mais également les exutoires des différentes nappes souterraines et également les zones d'infiltration. On va prendre également en compte les caractéristiques biologiques au sens inventaire faune-flore et ensuite les activités agricoles et humaines aux alentours du centre.
Cette question de la mémoire, elle est apparue quand on a commencé à préparer la fin de l'exploitation du centre de stockage de la Manche. Et en effet, cette question de l'oubli ou du devenir des connaissances liées à un centre de stockage de la Manche est devenue assez importante. Et donc c'est à partir de 1985 qu'on a travaillé à mettre en place une solution pour préserver la mémoire des centres de stockage sur cette période d'au moins 300 ans. On nous a prescrit, l'autorité de sûreté nucléaire nous a demandé de mettre en œuvre une solution pour préserver cette mémoire. Et à partir de là, l'ANDRA a travaillé justement à définir une solution de référence pour pérenniser la mémoire des centres. Et cette solution de référence, elle repose sur 5 dispositifs. Et parmi ces 5 dispositifs, on en a 3 qu'on appelle des dispositifs archivistiques de mémoire passive. Et pour cette mémoire passive, en fait, on a fait le choix à l'ANDRA d'utiliser un support qui est le papier permanent. Alors, pourquoi le papier permanent ? On s'est vraiment posé la question d'un support qui soit pérenne en lui-même. Et le papier permanent s'est révélé être le support le plus adapté pour cette conservation sur le long terme. Alors le papier permanent, en fait, il est né du fait qu'avec la révolution industrielle, et donc ce papier permanent, si on le garde dans de bonnes conditions, avec des conditions de conservation adaptées, on surveille l'hygrométrie, la température, eh bien on peut le garder jusqu'à environ 1000 ans. C'est ce qui est indiqué donc, à travers ces 2 normes. Donc à l'heure actuelle, les données que l'on sélectionne pour constituer la mémoire des centres de stockage, elle est imprimée sur papier permanent en 2 exemplaires et conservée donc en 2 lieux distincts. Au moment de la définition de cette solution de référence, on s'est posé la question du numérique. C'était déjà en débat à l'époque. Et puis, en fait, on s'est aperçu que si on voulait répondre à cet enjeu de préservation de la mémoire sur un support pérenne et passif sur autant de temps, le numérique ne pouvait pas répondre à cet objectif, puisque à l'heure actuelle, le numérique, c'est en fait, on a besoin de faire évoluer la donnée, le support, les moyens de lecture environ tous les 5 à 10 ans. En fait, on estime que la donnée numérique, elle perd de sa pérennité environ tous les 5 à 10 ans, ce qui fait que si on avait donc transféré nos données sur un support numérique, on serait obligé de faire des migrations très régulières. Ce qui sous-entend qu'on n'est plus dans cette démarche de mémoire passive comme nous l'avons développé, nous avons fait ce choix déjà à la base et c'est ce qui nous avait été demandé en fait. Alors j'ai donc le plaisir d'accueillir avec moi Jérôme Robin et Thierry Pochot, donc de l'Agence nationale des déchets radioactifs, l'ANDRA, qui vont pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser sur le live. Et nous avons déjà une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la radioactivité ? Alors oui, c'est un phénomène physique par lequel un élément constitutif de la matière, qui se trouve être instable en fait, va se transformer en un autre élément, qui peut lui-même être instable ou stable. Et cette transformation, elle est accompagnée d'une émission de rayonnement, qui peut être de différentes natures. Ça peut être une particule alpha, ça peut être une particule bêta, ou un rayonnement gamma. Alors c'est quoi justement la différence entre les rayons alpha, bêta, gamma ? Alors le rayonnement alpha, c'est un noyau d'hélium qui est émis lorsque l'élément se transforme. Le rayonnement bêta, c'est soit un électron, soit un positron, selon le type de radioactivité bêta- ou bêta+. Et le rayonnement gamma, c'est un photon de haute énergie qui est émis en même temps que la désintégration. D'accord, donc ils ont peut-être des niveaux de radioactivité, enfin de danger différents par rapport à l'humain. Tout à fait. Les rayonnements alpha sont très peu pénétrants dans la matière. Ils s'arrêtent avec une feuille de cigarette. Les rayonnements bêta sont un peu plus pénétrants. Il faut une feuille d'aluminium généralement pour les arrêter. Et le rayonnement gamma, il est très pénétrant. Là, il faut mieux avoir quelques centimètres de béton ou d'acier pour l'arrêter. D'accord. Alors, une autre question qui nous est posée, ce sera peut-être plus pour Thierry finalement. Quelles sont les formations nécessaires pour travailler à l'ANDRA ? Alors,
derrière tout ça, je pense que c'est aussi la carrière, les opportunités de carrière. On cherche en fait, c'est pas des profils qu'on recherche à l'Andra, mais des compétences. Et les besoins qu'on a à l'agence sont liés, comme mon collègue, à la sûreté des colis, à la sûreté physique des installations, à la protection de l'environnement, à la communication. Donc en fait, on va chercher des profils à travers ces différents corps de métier, et on a des niveaux qui sont complètement différents, ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise, et donc on va chercher ces ressources pour pouvoir répondre à notre mission principale qui est de protéger l'homme et l'environnement du risque des déchets radioactifs. C'est ça, on a vu justement que ça va depuis l'archiviste au niveau des métiers, à la communication, avec les ingénieurs sûreté, les ingénieurs environnement, des ingénieurs aussi plus peut-être en mécanique sur les travaux sur les bétons, les choses comme ça. On a tendance aussi à oublier tout ce qui est achat, puisqu'on est soumis aussi en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial à des appels d'offres. Il y a toutes les ressources humaines, donc il y a aussi pas mal d'autres métiers qui sont des métiers, je dirais, classiques dans toute industrie. D'accord, oui, qu'on a tendance souvent à oublier. Alors, une question très pratique qui nous est posée. Dans le reportage, on nous a montré un exemple d'un vieux réveil avec des aiguilles radioactives. Comment fait-on si on trouve ce type de réveil chez nous ? Alors, il y a plusieurs manières de gérer ça. Généralement, les pompiers sont formés pour récupérer ce genre d'objets chez les particuliers. Ou sinon, le Landra a un système de collecte en fait, de déchets anciens auquel on peut contacter en fait, ce service pour aller récupérer ces déchets et mettre en œuvre la méthode pour récupérer tout en sûreté le déchet radioactif. D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de déchets qu'on retrouve actuellement ? Parce que on sait qu'il y a des déchets historiques, mais ça ne va pas être les déchets majoritaires. Et ceux qu'on va retrouver dans les colis qu'on a pu voir, les colis béton par exemple, ou d'autres colis qu'on n'a pas vus qui sont les colis en acier, quels sont les types de colis qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur ? En fait, il y a deux grandes catégories de déchets. Il y a les déchets de démantèlement et les déchets de procédés. Les déchets de procédés, c'est les déchets qu'on produit en quotidien dans le cadre de la production d'électricité nucléaire, en fait. Donc c'est tout ce qui est les outils, les vêtements que les personnes utilisent pour leur radioprotection, pour les manipuler les déchets radioactifs. On a tout ce qui est filtre, qui est utilisé pour filtrer les eaux dans les réacteurs, ce genre de déchets, des résines. Et après, on a tout ce qui est déchets de démantèlement, qui là est associé donc, à la déconstruction d'anciennes installations nucléaires qui ont été contaminées par de la radioactivité. Et là, on va retrouver beaucoup de choses assez classiques, des déchets, des blocs de béton, des tuyauteries qui vont être découpées, du métal, ce genre d'éléments en fait, qu'on rencontre partout en fait, dans la vie courante, mais qui sont contaminés avec de la radioactivité. D'accord. Alors, justement, comment est-ce qu'on choisit le lieu où on entrepose les déchets radioactifs ? Parce que là, on les a ici dans l'Aube. Avant, ils étaient stockés dans la Manche pour les faibles et moyennes activités à vie courte. On parle bien sûr aussi des projets à cheval sur la Meuse et la Haute-Marne pour les hautes activités et les moyennes activités à vie longue. Comment est-ce qu'on choisit ces sites ? En fait, l'orientation des déchets vers un site particulier, elle est liée à sa dangerosité, c'est-à-dire l'activité qu'il représente, l'activité massique, on appelle ça. Donc le nombre de becquerels par gramme de matière, et également leur durée de vie, leur plus ou moins longue durée de vie. Si on a des vies de vie qui sont très courtes, donc qu'on peut stocker au centre de stockage de l'Aube, en fait, donc faible moyenne activité vie courte, ils vont donc directement au CSA. Quand on a des déchets de très faible activité, donc là on est de l'ordre de quelques becquerels par gramme, avec des vies qui peuvent être aussi longues que l'uranium, parce qu'on a aussi des déchets qui sont contaminés par de l'uranium. Là, on va au CIRES, par exemple. Et ensuite, quand on a des déchets de très haute activité, là, on parle de plusieurs millions de becquerels par gramme, voire plus encore. Eh bien, ces déchets-là sont tellement dangereux et ils doivent être gardés en sûreté pendant tellement longtemps, en fait, qu'on va les stocker en profondeur, donc comme dans CIGEO, par exemple, pour gérer ce risque sur le long terme. D'accord. Alors, au niveau une question aussi qui nous est posée par rapport au site, comment est-ce qu'on contrôle justement que le site reste sans danger ? Alors là, on est sur en fait plusieurs types de surveillance. Le site, il a été en fait construit et il a une autorisation qui a été donnée par l'autorité de sûreté nucléaire, donc l'ASN, qui nous définit en fait ce qu'on a le droit de stocker à l'intérieur, le volume, les activités présentes en fait. Et ensuite, on a de la surveillance qui est faite au quotidien de l'environnement, savoir est-ce qu'il y a des rejets qui sont émis, est-ce qu'il y a des contaminations qu'on peut retrouver à l'extérieur, est-ce qu'on a des débits de dose, en fait, donc des rayonnements qui sont émis dans des quantités relativement importantes ou pas. Et donc on contrôle en fait tout le site pour voir si effectivement ce genre d'événement se produit. Et l'idée, c'est de contrôler qu'il n'y ait pas de
de migration de la radioactivité dans l'environnement pour venir contaminer l'environnement. D'accord. Alors, une question qui nous est posée aussi en lien avec le site et son devenir notamment, c'est par rapport au travail d'archives. En quoi est fait le papier permanent, et quelles sont ses particularités ? Je ne sais pas si vous aurez la réponse. C'est une question qui est très technique. Très technique. J'aurais pas la réponse. Alors après, oui, les caractéristiques. Alors, les caractéristiques, c'est la durabilité. En fait, il y a plusieurs études qui sont menées. L'idée du papier permanent, et si on veut aller plus loin, on va parler aussi des autres recherches par rapport au disque saphir. C'est l'idée de pouvoir conserver des traces et les transmettre sur le plus long terme. Donc la particularité du papier permanent, c'est sa constitution. Je ne pourrais pas rentrer plus dans les détails. Et l'encre, à savoir que ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas assez fiable par rapport à nos attentes. Donc on a ces caractéristiques-là. C'est aussi pour pouvoir... après, il y a aussi toute la philosophie de conservation et dans de bonnes conditions avec des températures régulées, etc. Donc c'est surtout, et c'est tout le travail justement de conserver les informations, les traiter, les filtrer, pour pouvoir les transmettre dans de bonnes conditions. Après, je ne pourrais pas rentrer plus dans le détail, en tout cas sur ce sujet. Moi, je n'ai pas non plus la composition, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a aussi des conditions d'archivage en fait, dans un milieu tempéré, qui est contrôlé, l'hydrométrie, la température. Aussi, la manipulation de ces documents, elle est faite avec beaucoup de soin. On peut pas non plus, tout le monde ne peut pas manipuler ces documents. Donc, il y a aussi des techniques en fait, de conservation qui sont mises en place, en plus de la composition du papier qui est très particulière, effectivement, parce qu'on sait que la cellulose se dégrade au cours du temps assez rapidement. On a ce genre de déchets en fait, aussi stockés, et la cellulose se dégrade au cours du temps. Voilà, peut-être pour compléter, en fait, le papier permanent en fait, est aussi lié notamment peut-être à des stockages qui sont sur des vies courtes. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres recherches qui sont menées sur les travaux sur les déchets à vie longue. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au disque saphir. Donc il y a eu des recherches. Donc là, c'est un mode de gravure au 1 millionième. Et donc on va avoir différents niveaux, différentes couches au niveau de la gravure de l'information. Donc après, c'est encore d'autres techniques, mais effectivement, ça c'est pour des projets avec une durée de vie qui est plus importante. Oui, voilà, parce que notamment sur les déchets, on a parlé de radioactivité vie courte, donc c'est moins de 30 ans pour les demi-vies. Faut savoir qu'il y a des éléments radioactifs qui ont une période qui est équivalente à la durée de vie de la Terre actuellement. Donc quand la Terre sera en fin de vie, on aura juste perdu la moitié de radioactivité sur ces éléments-là. Donc là, il y a peut-être d'autres travaux sur notamment peut-être le langage, les choses comme ça pour le... Alors, dans tous les cas, on est sûr d'une chose, c'est que ça va évoluer. Après, dans quel sens, je serais incapable de le dire, mais ça va évoluer. Et effectivement, dans la gravure, il faut oublier le langage, parce qu'on n'est pas forcément en train de transmettre des informations pour un public francophone. La notion de mesure également, petit, grand, peut-être que dans 10 ans, ça aura une autre valeur, telle que peut-être que la notion de petit est différente entre Jérôme et moi. Donc forcément, oui, il y a plein de toutes ces notions de valeur. Il faut remettre aussi une échelle. Donc on est vraiment dans du graphisme quand on transmet sur des périodes de temps aussi longues. Ouais. D'accord. Merci. Justement, si un camion, la question qui nous est posée, un camion est détecté avec un taux de radioactivité qui est trop élevé, qu'est-ce qu'il va lui arriver ? Alors on a de temps en temps ce genre de choses, en fait, des camions qui sont destinés à un stockage donc conventionnel, en fait, dans des déchetteries, qui en fait, il y a des portiques de détection à l'entrée de ces déchetteries généralement, et souvent on retrouve des déchets radioactifs qui ont été juste balancés par des particuliers en fait, qui ne savaient pas peut-être que leurs déchets étaient radioactifs. Donc ces déchets sont pris en charge de la même manière en fait par l'Andra. On va les collecter en fait pour les récupérer et les envoyer dans la bonne filière de stockage. Sinon après, on est sur des modes d'opération qui sont standardisés, qui sont vus avec les producteurs de déchets en fait. On a tous une opération qui consiste à définir le conditionnement de ces déchets, la nature de leur expédition, les dates de planification des expéditions. Donc chose extrêmement contrôlée, extrêmement suivie, à la fois par nous, Andra, et par l'autorité de sûreté nucléaire. Et là, on n'est plus du tout sur un mode de fonctionnement hasardeux, quoi. On est vraiment très très contrôlé.
D'accord, donc ça peut quand même arriver des fois qu'un camion et un colis qui dépassent un petit peu. J'allais justement repartir parce que derrière cette question, je vois aussi la question et l'idée préconçue qu'il peut y avoir derrière. Un camion qui arrive sur notre centre, de toute façon, on a la déclaration. Donc c'est sous la responsabilité du producteur. Il y a une réglementation de transport de matières dangereuses. On sait, et il y a une déclaration et un accord entre l'ANDRA qui va recevoir le colis, l'expéditeur, le producteur, sur le niveau de la radioactivité. Et donc, on ne peut pas avoir de surprise à la réception. Donc, ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver qu'un camion, on détecte une radioactivité supérieure à ce qui a été déclaré au moment de sa production. Donc, c'est pas hasardeux, comme disait mon collègue. Et après, il y a des contrôles à l'arrivée, effectivement, qui vont vérifier le niveau de rayonnement de ces colis au contact, en fait, pour s'assurer qu'on n'est pas sur un colis qui n'aurait pas dû arriver jusqu'ici, en fait. D'accord, donc justement ça recoupe une des questions qu'on a eues, c'est comment les déchets sont-ils amenés à l'ANDRA en fait? Ils arrivent majoritairement et très très majoritairement en camion en fait, sauf quelques expéditions très très particulières qui viennent par train, par exemple pour le CIRES, Thierry pourra compléter ce point-là, mais on a reçu des emballages de transport de combustible donc, qui venaient d'Orano-La Hague en fait, qui sont des objets qui sont extrêmement massifs, qui font plus de 90 tonnes, qui sont arrivés par le train en fait, par la via ferroviaire, et ensuite ont été déchargés sur les camions pour être emmenés au CIRES. Donc là on est sur des transports vraiment exceptionnels. On peut avoir aussi les déchets de grandes dimensions comme les couvercles de cuves, les centrales en fait. Quand elles sont remplacées, ces couvercles en fait viennent par la route également, par un convoi exceptionnel. Donc là c'est planifié, c'est seulement quelques mois par an avec un engin pousseur, un engin tireur, avec toute une équipe autour pour le transport. Donc oui, deux possibilités, le ferroviaire et le routier, en termes d'opportunités, de possibilités pour le producteur. Derrière, effectivement, on a une majorité des colis qui arrivent par la route. C'est aussi parce que ça offre plus de souplesse. Ça voudrait dire que le producteur a la capacité ou l'installation ferroviaire sur son installation pour pouvoir faire les expéditions. Et on a une contrainte sur... la construction de notre installation, on ne peut pas, et on n'a pas d'arrivée directe de la voie ferrée sur nos installations. Donc il y a quand même un transbordage routier qui est obligatoire avant d'arriver jusqu'au centre. Donc ça peut apporter quelques contraintes. Et donc comme quelques cas particuliers où c'est quand même beaucoup plus confortable au vu de la nature des pièces, de leur masse, de leur volume, de passer par le ferroviaire, mais ça obligera dans tous les cas de passer par la fin du voyage en routier. D'accord, merci. Alors, une autre question qui est en lien avec l'histoire, on a vu justement la transmission. Que va devenir ce site au cours du temps, celui du centre de stockage de l'Aube? Alors, on est en phase d'exploitation pour encore quelques dizaines d'années. En fait, à l'heure actuelle, on envisage la fermeture de ce site à 2070, au regard des capacités qui nous restent de stockage. Ensuite, on passera en phase de surveillance, c'est-à-dire que pendant 300 ans, en fait, ce site sera fermé. On va surveiller son évolution, on va surveiller s'il y a ou pas d'évolution du contenu, voir s'il y a de la migration de radioactivité dans l'environnement ou pas. Et normalement, à l'heure actuelle, en tout cas ce qui est décidé en termes de réglementation, c'est que ce site devrait pouvoir être rendu au public au bout de 300 ans, puisque l'impact sur l'homme et l'environnement en fait, de ces déchets, après 300 ans de décroissance à la fin de l'exploitation, aura le même impact que la radioactivité naturelle, en termes des scénarios qui ont été considérés. Donc, vous avez plein de choses qui sont considérées. On peut avoir un chantier routier, c'est-à-dire une route qui traverse le site en fait. Et l'idée c'est de vérifier que l'impact sur l'homme et l'environnement de ce chantier en fait sera très faible ou en tout cas comparable à la radioactivité naturelle. D'accord. Alors justement, où est-ce qu'on peut s'informer sur les déchets radioactifs et trouver toute l'information? Est-ce qu'il y a moyen ou est-ce qu'il faut aller la chercher à des endroits très spécialisés? Je peux passer 1 heure à parler de ça parce qu'il y a plein de sources d'informations. Pour ceux qui sont plutôt lecture, vous avez une page internet qui est dédiée à tous les ouvrages, et donc il y en a certains qui sont là, tous les ouvrages qui sont réalisés à l'ANDRA, donc c'est ANDRA Publications, et vous retrouvez toute la documentation de l'ANDRA. Vous avez également les pages internet de l'ANDRA, et vous allez retrouver également des détails sur chacun des sites d'implantation. Il y a 4 sites d'implantation de l'ANDRA en France. Pour ceux qui sont
un peu moins dans la lecture, vous pouvez aller directement sur la chaîne YouTube qui s'appelle Déchets radioactifs et retrouver toutes les vidéos animées, détaillées avec l'actualité également. Et puis il y a une autre possibilité, et ça dépendra là pas de nous, mais on est aussi prêt à vous recevoir. Les sites de l'Andra se visitent toute l'année, sauf cas particulier. On doit aussi s'adapter. On recevait à peu près 4500 visiteurs par an, une jauge qui est redescendue à presque 600 visiteurs là. Et donc on doit s'adapter aussi pour informer le public. Et donc vous pouvez aller sur les sites de l'Andra et on organise et on fait des visites virtuelles. Pour tous ces visiteurs qui souhaitent venir ou établissements scolaires qui souhaitent organiser des visioconférences, c'est également possible. Il faut simplement se mettre en relation avec les services communication de l'Andra. En petit complément, en fait, l'Andra a aussi une mission d'information et de transparence, en fait. On a en charge en fait l'inventaire de toutes les matières et déchets radioactifs qui sont en France à l'heure actuelle. Et donc l'Andra fait un inventaire en fait régulier tous les ans en fait de ce qui est à l'heure actuelle en France en termes de déchets radioactifs. Alors là, c'est pour les personnes qui sont très motivées, qui veulent vraiment rentrer dans le détail des volumes, des déchets, de leur localisation, des activités présentes. Mais l'Andra fait ce travail-là aussi de collection d'informations pour le public. Alors là, on a une question qui est très précise. C'est quelle quantité de déchets est déjà enfouie dans le sol français et quelles surfaces sont mobilisées par ce stockage ? J'ai la réponse sur l'inventaire qui est 1 640 000 m3 à 2018. La surface occupée... Alors, au CSA, alors je vais le faire de tête parce que je l'ai vu ce matin. 64. Alors, on a 86. Ouais. On a 30 hectares en fait destinés au stockage sur le CSA. Au CIRES, je dirais que c'est à peu près pareil, à mon avis, de tête. En tout cas, sur la surface disponible pour le stockage. Après, en taux d'occupation, au CSA, on a environ un peu plus de 35%, je crois, du volume stocké. 67% pour le... 2 tiers au CIRES. D'où l'intérêt qui est en train d'être fait, d'être travaillé en fait sur la capacité d'augmenter la capacité de volume de stockage au CIRES pour les besoins qui sont encore présents pour les producteurs en fait, mais en restant sur le même périmètre défini initialement en termes de surface occupée. Donc pour préciser, le CSA c'est faible et moyenne activité vie courte et le CIRES très faible activité. D'accord, voilà, ça permet de bien resituer pour tout le monde qui n'a pas automatiquement tous ces chiffres en tête. Donc on avait eu la question, peut-on visiter vos installations, qui a été répondue. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont posées. Pour l'instant, nous n'avons plus de questions de votre part. Donc je ne sais pas, peut-être des points que nous n'avons pas automatiquement entièrement abordés. C'est vrai que sur la vidéo, en fait, il faut savoir que nous étions sur un temps court. Donc il y a bien des éléments en fait, qui sont visibles, notamment sur la chaîne YouTube qui permet de voir certains éléments. On a traité uniquement les déchets faibles et moyenne activité à vie courte de manière précise. Si vous voulez en apprendre plus, par exemple, sur le projet CIGEO, il y a toute une partie qui a été tournée qui explique ce projet pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue qui est présente sur la chaîne de l'Andra. Ouais, tu me le confirmes, Thierry? Tout à fait. On essaye en fait d'évoquer tous les sujets et les mettre sous différentes formes pour justement toucher tout le monde. Après, les activités de l'Andra ne s'arrêtent pas au stockage des déchets radioactifs, c'est une partie de nos missions. Il y a aussi tout le travail de conception et d'études pour finalement 3 des 5 catégories de déchets qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Donc on parle du laboratoire du centre Meuse-Haute-Marne pour un futur projet qui a déjà son nom, qui est CIGEO. On a également une catégorie qui sont les déchets de faible activité à vie longue où il y a une phase de recherche pour ces déchets. Donc il y a encore un gros travail qui est en cours. On a des missions d'ordre d'intérêt général. Jérôme en a parlé à travers l'inventaire qui est réalisé et mis à jour tous les 3 ans. Mais on a également tout le travail d'assainissement de sites qui ont été pollués par la radioactivité. Donc ça aussi, c'est une des missions de l'Andra. Et donc, finalement, tout le dialogue, la conservation du dialogue, mais c'est aussi le partage et la valorisation auprès des pays étrangers, puisqu'on est un modèle international. Et on a tendance aussi à oublier cette reconnaissance des pays qui convergent finalement vers les mêmes solutions que nous avons trouvées sur notre territoire.
Oui, voilà, on l'a rappelé, hein, on est sur 1 600 000 mètres cubes de déchets, donc c'est sûr que c'est une question qui avait été abordée notamment. Pourquoi est-ce qu'on ne stocke pas ces déchets ailleurs, par exemple, en les mettant en mer ou en les envoyant dans l'espace? Bon, dans l'espace, on a la réponse. Déjà, il y a une question de volume et de danger d'explosion des fusées, mais pourquoi, par exemple, on ne les enfouit pas en mer ou... Alors, c'était une option qui avait été retenue initialement. Hein. On a eu des campagnes d'immersion de déchets dans la mer, dans des fosses et ce genre de choses. Ça a été banni ensuite par les autorités de sûreté, en fait, pour maîtriser en fait le stockage et pouvoir les suivre sur le long terme. En fait, il a été préféré de trouver des lieux sur Terre, dans des conditions géologiques très très particulières par rapport à la présence d'argile pour limiter en fait le transfert de la matière radioactive dans l'environnement. Et surtout pour les surveiller sur le long terme. Et on est sûrement sur un cercle vertueux en fait en termes de gestion des déchets, puisque on est sur le principe pollueur-payeur, hein, comme beaucoup de principes de ce type-là pour les déchets qui polluent l'environnement. Et donc le producteur paye pour les déchets qu'il produit. On les prend en charge de manière sûre en fait sur le long terme, avec une maîtrise totale de leur production, de leur surveillance et de leur stockage. D'accord, et je pense qu'on va arriver sur la dernière question. Comment est classée la France dans le traitement des déchets radioactifs dans le monde ? Alors, il n'y a pas vraiment de classement, en tout cas, il n'y a pas de récompense et de compétition là-dessus. Comme l'a dit Thierry, on est quand même un pays référence parce que on est beaucoup sollicité par d'autres pays comme la Corée du Sud. On peut être aussi sollicité par le Brésil, par des pays comme l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, pour développer des centres de stockage donc chez eux. Donc on est référent parce que la France a quand même une forte expérience dans le nucléaire, à la fois dans la production d'électricité électronucléaire, dans la gestion des déchets. Donc on est un pays de référence, clairement. Je ne sais pas si on est le premier, on est parmi les premiers, clairement, en termes de gestion de déchets et de stockage. Après, et encore une fois, oui, je suis d'accord avec Jérôme, on n'est pas dans une compétition, surtout qu'on n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Il ne faut pas voir le stockage de déchets radioactifs comme une discipline, pour reprendre finalement l'image du concours. Mais derrière, il y a beaucoup de choses en fait. Il n'y a pas que le stockage, il y a aussi la législation, il y a aussi la culture. Il y a aussi le modèle qui a été choisi par le pays. Aujourd'hui, on a une agence indépendante en France. Dans d'autres pays, c'est le producteur d'électricité, donc imaginez là, EDF, qui soit responsable de la gestion des déchets radioactifs. Donc il y a tout un engrenage, toute une succession finalement de responsabilités, de transfert de responsabilités. Il y a tout un environnement particulier qu'on a en France, et c'est tout ça qu'on vient regarder, et pas seulement la façon mécanique et technique qu'on utilise pour stocker les déchets. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Thierry, en fait, il faut voir qu'en France, il y a une partie des déchets TFA qu'on stocke au CIRES, en fait, et que pour d'autres législations européennes, dans des pays pas très loin de chez nous, en fait, ces déchets-là sont considérés comme étant non dangereux, non radioactifs, en fait, et sont remis dans le circuit conventionnel des déchets, en fait. L'ANDRA et les autorités de sûreté françaises ont eu une autre approche, en fait, en considérant que tout déchet qui sortait d'une zone potentiellement contaminée devait être traité de manière spécifique, comme ayant potentiellement un danger, même si la mesure ne donne aucune contamination radioactive. Et donc on stocke des déchets, en fait, qui, pour d'autres pays, seraient totalement valorisables et seraient réutilisés et remis dans la filière conventionnelle. Voilà, peut-être pour le rappeler, hein, on a au niveau des déchets de très faible activité, on a une dose de radioactivité. On parle d'une bananadose. Peut-être pour expliquer un petit peu à quoi ça correspond, Thierry ou Jérôme. Oui, alors la bananadose, c'est une référence qui est assez drôle. C'est la dose que prend quelqu'un quand il mange une banane, en fait. Et c'est vrai que les déchets très faiblement actifs qu'on stocke au CIRES, en fait, j'aime souvent le dire, en fait, le plus gros risque que vous avez quand vous travaillez sur ce site, en fait, c'est plutôt de prendre un colis sur le pied ou sur la tête que d'être exposé à la radioactivité, en fait, parce que on est sur des déchets très très faiblement actifs, voire pas du tout radioactifs. Ils ne le sont que au niveau législatif et au niveau de la réglementation, mais très peu en fait en termes de radioactivité présente. Merci. Eh ben, je pense qu'on arrive au terme de ce Science en tourne, qu'on a répondu à toutes les questions qui nous ont été posées. Et je vous remercie grandement, donc Thierry et Jérôme, pour vos réponses et votre intervention. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et surtout n'hésitez pas à regarder l'ensemble des Sciences en tourne. Vous les avez tous disponibles en replay si vous n'avez pas pu y accéder. Une bonne journée à tout le monde. Au revoir.